Voilà, merci si vous venez de nous rejoindre. C'est l'avant-dernier plateau de ce Café des libraires. Nous fermerons les portes tout à l'heure à 20 h. Et là, déjà, nous allons parler du revers des rêves. Voilà, on va voir si ça vous fait rêver à l'envers aussi cette nuit. Avec Simon Payen, que je suis contente de retrouver. Simon est libraire à 1000 pages, Vincennes, et certains d'entre vous le connaissent déjà sûrement. Et puis, je vais vous présenter un petit peu tous ceux qui sont avec nous sur ce plateau. Alors, à côté de moi, Jonathan Escoffery, qui va nous parler d'un livre qui s'intitule « Si je te survis », qui est paru chez Albin Michel et qui est traduit de l'américain par un certain Alexis Dupérier. Et Alexis Dupérier, c'est aussi lui qui va faire l'interprète sur ce plateau et on l'en remercie. Avec nous aussi, à côté de Simon, Ayana Matisse. Ayana Matisse qui va nous parler des Égarés, son nouveau roman, traduit de l'américain par François Happ, paru aux éditions Gallmeister, et elle va être interprétée par Claudine Carpenter. Et puis, tout au bout, avec Grace Coston qui va assurer la traduction. Alors, j'espère que je ne vais pas abîmer son nom. Kashayar Kabouchani, pour American Boys, traduit par Charles Bonneau. Et c'est un livre qui est paru chez De Noël très, très, très récemment. Voilà. Eh bien, Simon... Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Maët. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour Ayana Matisse. Bonjour Kashayar Kabouchani. Bonjour Jonathan Escoffery. Merci beaucoup d'être là pour ce nouveau Café des libraires. J'ai envie de dire typique d'América, avec cette année, c'est rare pour le souligner, 3 auteurs et autrices d'Amérique du Nord. Et la grande question qui va nous occuper pendant 1 heure, c'est celle des origines, la grande question mythique américaine. D'où vient-on? Où allons-nous? Qui sommes-nous? Mais quand je parle des origines, je ne parle pas que des origines ethniques, mais aussi des origines familiales. La figure du père est au moins aussi centrale dans vos 3 romans que celle de la couleur de peau. Un père absent, chez vous, Jonathan Escoffery, dans Si je te survis. Un père abusif, toxique, chez vous, Kashayar Kabouchani, dans American Boys. Et un père autoritaire, dont le charisme vire vite à l'emprise à Ayana Matisse dans Les Égarés. Alors le revers des rêves, celui de l'Amérique et de ses démons, mais aussi celui de la famille et des fausses promesses. On commence avec vous, Jonathan Escoffery. Si je te survis, If I Survive You, on va en parler de ce magnifique You, très 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 beau, 2e personne, j'ai adoré. Votre premier livre, c'est pas vraiment un roman, mais un recueil de 8 nouvelles, interconnectées les unes aux autres, qui se passent en Floride. La quasi-totalité est consacrée à Trelawney, personnage aussi touchant que drôle et révolté, fils de parents immigrés jamaïcains, à qui on ne cesse de demander tout au long du livre, et notamment de la première nouvelle, « Mais t'es quoi au juste? T'es quoi au juste? T'es quoi au juste ?» En tant que noir, il subit le racisme aux États-Unis de la part des Blancs, mais il subit aussi le racisme à l'intérieur de sa communauté, qui trouve qu'il ressemble trop à un Yankee, et puis aussi de la part des hispanophones, qui à un moment le pensaient des leurs. Bref, la vie n'est pas simple pour Trelawney, précarisé, pauvre, rejeté. Il doit trouver sa voie et survivre. Mais survivre à qui? Commençons par la forme. Plusieurs de vos nouvelles sont construites différemment. Chacune aborde un personnage. Certaines sont à la première personne du singulier, d'autres à la seconde personne. Certaines sont au passé, au présent, au futur. Certaines nouvelles sont très classiques dans l'écriture et d'autres beaucoup plus originales avec énormément d'expression. Qu'est-ce que ça vous permet, cette diversité formelle? Thank you. That's a wonderful question, and good evening, everyone. The multiple points of view that are featured in the book allowed me the opportunity to explore some of my kind of main character, who I would say to be the character Trelawney, who is the American-born son in this family of Jamaicans. And he feels he is not quite the favorite son in the family. He is the least favored by his own estimation because of how his father treats him.
there's a lot of tension between himself and his father, and in some ways he misdirects his anxieties and anger about that towards his older brother, even though it's not always his brother who's the source of that anxiety. And given that he has a difficult relationship with his older brother and his father, and I would say some other characters in the book, I wanted to give the father his own point of view so that it wasn't just a one-sided telling, so that the father felt a little bit more of a human versus a villain, and similarly so with the brother. And I know I do want to keep it somewhat brief, but even when we're with that Trelawney character, sometimes he's looking back at his childhood in a retrospective manner, and I think that our relationships with ourselves can differ. Okay, and that's why. Yeah. Oui. Alors, c'est une super question, et bonsoir à tous. Donc cette question des points de vue multiples, ça m'a permis d'explorer mon personnage principal qui est le fils qui est né aux États-Unis dans une famille jamaïcaine. Donc c'est pas le fils favori, il considère qu'il est moins aimé que son frère, notamment dû au traitement que lui réserve son père. Il y a beaucoup de tensions entre les deux. Et il a tendance à diriger donc ses angoisses vers son frère, alors même que c'est pas toujours de la faute de son frère. Et donc cette relation difficile avec son père, son frère et même avec d'autres personnages crée pas mal de tensions donc avec les autres, avec lui-même. Et de donner le point de vue du père, ça m'a permis de l'humaniser et de ne pas en faire un simple méchant, et de même pour le frère. Et donc pour finir brièvement, le personnage principal de Trelawney, il regarde souvent son enfance de manière rétrospective, et c'était une façon pour montrer que donc le rapport qu'on a à nous-mêmes peut être différent de celui que les autres ont avec nous. Il y a un mot qui revient très souvent dans If I Survive You, c'est l'allégeance. À qui Trelawney fait-il allégeance? C'est-à-dire que sa couleur de peau n'induit pas cette allégeance. Trop clair pour être jamaïcain, trop noir pour être hispanique, mais même pour les noirs, écrivez-vous, tu parles noir et tu t'habilles en noir, mais tu écris toujours en blanc. Au fond, savoir d'où il vient, ça intéresse beaucoup les autres, mais est-ce que ça l'intéresse tant que ça, Trelawney? I think Trelawney is interested in his own safety. So if he can find a community that will accept him, almost any community in some senses, that will accept him, then he would happily fall in with anyone who he could feel safe around. So it's less about skin color or even cultural allegiance in some ways. And so he finds himself performing different elements of identities based on other people's stereotypes of those identities. Donc, pour moi, Trelawney, en fait, il s'intéresse surtout à sa propre sécurité. Il cherche n'importe quelle communauté qui l'accepterait finalement. Donc, c'est moins une question de couleur de peau ou d'allégeance, c'est plus lui, il cherche une identité qui est basée sur les différents stéréotypes que les gens font des différentes identités qui existent. Le racisme qui subit Trelawney, vous le dites à propos de ses communautés, il vient de tous les côtés. Il y a son directeur d'école qui lui demande de se couper les cheveux, une copropriétaire d'un immeuble des quartiers chics où Trelawney vient se faire de l'argent auprès d'un couple qui veut, on va dire, pimenter sa vie sexuelle, le prend pour un voleur. Et même sa mère, dès qu'elle est à table et qu'elle prononce le mot noir, elle ne peut pas s'empêcher de montrer Trelawney. La peau du poulet est brûlée, on dirait qu'elle est noire et elle le montre du doigt. Et vous avez une manière comme ça de tourner en dérision le racisme, c'est-à-dire qu'on rit jaune, mais on rit quand même dans Si je te survis. C'est assez rare cette ironie, cet humour sur le racisme. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de l'intégrer ?
I think there's multiple reasons why I decided to use satire as a way of addressing racism. I think one, it's just, I think racism is stupid. I think, I think a lot of prejudices are dumb. And I wanted to show the absurdity in the way that people treat others based on these very superficial facets of our exterior, our bodies, the way we look. Also, when you're spending a long time, it took me almost 10 years to write the book, and I needed humor to get through it myself. And I didn't want to beat the reader over the head with these serious messages without this being an energetic read, in a way, a joyful, celebratory read. Donc il y a différentes raisons pour le fait que j'utilise de l'humour, de la satire, de l'ironie dans mon livre. La première raison, c'est que le racisme, c'est bête, tout simplement. Et les préjudices, c'est quelque chose de bête. Et il y a une certaine absurdité dans la manière dont les gens traitent d'autres en fonction de critères très superficiels, comme l'apparence. Et aussi, j'ai mis 10 ans à écrire ce livre et j'avais besoin de l'humour pour y arriver et arriver à le terminer. Donc je n'aurais pas voulu, abreuver le lecteur de thèmes très sérieux, et j'ai voulu que ce soit une lecture joyeuse. Voilà. D'autant que le racisme n'est pas du tout le noyau central, il me semble, de votre livre. La situation familiale de Trelawney, elle est assez désespérée. Son père préfère clairement son frère, il est absent et pas du tout aimant. Il traite Trelawney de défectueux. Son frère a pas très bien tourné, il se raccroche à une carrière de chanteur vacillante. Et la mère, elle est rentrée à Kingston, épuisée, personne ne s'occupe d'elle. Dans un pays où le racisme est partout, on se demande en fait plutôt si Trelawney ne doit pas plutôt guérir et survivre. If I Survive You, il ne doit pas plutôt survivre de son noyau familial intime. Trelawney's family is definitely something to be survived. There are ways in which families can scar you in a way in which it lasts through the rest of your life. I'm always fascinated by meeting people in their 70s who will mention, some seemingly small slight that they suffered at the hands of one of their parents or caretakers that lasts them, it can be damaging. So the short answer is yes, he does need to try to survive his family. And at the same time, I think the movement that we're following with Trelawney is one in which he has to stop recreating his own trauma and must find a way toward forgiveness. Donc effectivement, oui, la famille de Trelawney, il faut y survivre. Et je me suis pas mal intéressé à la façon dont les familles laissent des cicatrices sur les gens. J'ai toujours été frappé par des gens de 70 ans, parfois, qui parlent d'un petit conflit, d'une petite marque que les parents ou les gardiens leur ont laissé. Donc oui, d'un côté, il doit y survivre, mais en même temps, il y a un autre mouvement. Il doit arrêter de sans cesse revenir sur son trauma et essayer de trouver le chemin vers le pardon. C'est une longue quête, en fait, ce livre. C'est une longue quête. Et il y a une phrase aussi qui revient à plusieurs reprises, je crois. On doit être ce qu'on doit... Alors, évidemment, on doit tous être ce qu'on doit être. Eh ben oui, facile à dire, mais pas forcément facile à réaliser. On a la chance, Maître le disait, de compter Alexei Dupérier, qui est le traducteur de Si je te survis. Bravo déjà pour votre traduction. Et on se lit un petit passage.
Donc là, il y a une scène qui se passe, en fait, le personnage de Trelawney travaille dans un immeuble qui loge dans une résidence qui loge des personnes âgées à faible revenu. Dire que je m'identifie à mes locataires serait sans doute exagéré. La plupart d'entre eux sont des réfugiés, des demandeurs d'asile, mais je peux compatir à leur sort. Mes parents ont immigré aux États-Unis, non pour des raisons économiques, mais pour échapper à la violence qui sévissait en Jamaïque dans les années 70 et que le gouvernement américain finançait dans le cadre de sa guerre contre le communisme. Cependant, lorsque je mentionne la Jamaïque devant des noms jamaïcains, personne ne pense aux agents de la CIA, au Premier ministre fantoche ou à la continuité historique. Au lieu de ça, les gens se lancent dans des associations d'idées, comme s'ils participaient à une battle de rap. Bob Marley, c'est OK, Ganja, Jean Pauvre, Sandal, Yeman. Au mieux, ils pensent que notre histoire a commencé au moment où ils ont acheté leur forfait vacances tout compris. Bien sûr, la différence entre mes parents et des exilés, en fait, la différence entre mes parents et moi, c'est que mes parents ont une mère patrie où ils peuvent retourner. L'année dernière, quelques semaines après mon retour de l'université, ma mère a dit ras-le-bol de Miami et de ce foutu pays, le stress quotidien, tout ça. La banque peut bien hypothéquer ma maison, et puis elle est rentrée en Jamaïque. Elle dit qu'elle arrive enfin à respirer. Elle se sent libérée par le privilège d'être dépourvue de race, ou presque. En 2009, le taux d'homicide a battu des records à Kingston, et ma mère y est rentrée pour se sentir enfin en sécurité. Merci beaucoup. Merci et bravo encore pour cette traduction. Un très beau livre avec une très belle couverture. Absolument. Un très beau titre aussi, Si je te survis. Et ce tu, au risque de me répéter un instant, c'est vraiment une partie de l'attention de ce livre tient sur cette adresse à la deuxième personne que je trouve extrêmement dur à utiliser en littérature, et vous le réussissez vraiment bien. À mon sens, vous renversez totalement la table. Évidemment, vous n'exonérez rien du racisme et des travers de l'Amérique, mais vous filez aussi la métaphore que c'est à la famille que Trelawney doit survivre. Et ça, c'est très beau. Et évidemment, le fait de survivre à une famille, j'imagine que Khashayar Kabouchani, ses réponses de Jonathan Escoffery, elles doivent vous parler. Kay, votre personnage principal, lui doit survivre à un père autrement plus... Encore. Pardon, tu veux le présenter? Juste bien sûr. Dire un mot. Qui est Khashayar Kabouchani? Vous êtes né en Californie, vous avez partagé votre enfance entre Téhéran et Los Angeles, vous avez étudié la philosophie en Californie, et American Boys est votre premier roman. Voilà. Absolument, un roman d'apprentissage, donc le roman de l'émancipation de Kay, fils d'immigrés iraniens en Californie, qui doit grandir sous l'ombre de son père. Toxique, abusif, son père reproche aux États-Unis d'avoir perverti leur mère, qui a choisi d'étudier et de travailler. Alors il emmène ses enfants en Iran, dans un voyage qui ressemble plutôt à un enlèvement. Le retour au pays natal n'est pas une partie de plaisir. Le Téquois au juste, qui peuple le roman de Jonathan Escoffery, pourrait peupler le vôtre, parce que quand il revient, on est dans les États-Unis post-11 septembre et son allégeance n'est pas du tout induite, elle non plus. Alors, il va tenter tant bien que mal de se guérir et de construire. Votre écriture est magnifique, à la première personne, à hauteur d'enfant, élégante, épurée, elle libère une émotion puissante. Je ne suis pas le seul à le dire, parce que vous avez remporté le prix Page des libraires America. Déjà, bravo pour ce prix. Bravo. Ce rêve américain, les trois frères, Kay, Sean et Justin, ils veulent y croire, ils s'identifient à Kobe Bryant, à Shaquille O'Neal, mais on leur demande de faire, je vous cite, profil bas. Comment est-ce qu'à leur manière, ils vont s'intégrer et tenter eux aussi d'épouser le rêve américain? Bonjour, salam, salam alaikum, hola, buenas noches. It may sound quite corny, but I think for me, I've been very critical of this phrase, the American dream. But I think sitting here, for me, amongst all of you, in some ways helps define that. And I'll let Grace translate, and then I'll go into the next part of my answer. Bon, ça paraît un peu galvaudé peut-être, mais pour moi, l'idée, oui, du rêve américain, c'est une idée dont j'ai souvent été critique. Et je pense que cela prend un autre sens quand je suis
ici, assis avec vous, d'en parler. So I think, for instance, for Kay, he's looking at the television and seeing these athletes, and amongst his brothers, he's trying to ask himself, how is it that one goes from circumstances of toxicity or abuse to glamour and fame? And I really relate to that, because for me, when I say to be here is the American dream. I didn't grow up reading or writing, and yet not only has this book published, it's published in a different language, and this whole experience has felt like a summer camp, meeting many different people, and some writers have gone missing, and people have to find them at certain times. Some people are learning their limits with drinking. It's been the American dream. Et donc, oui, quand je pense que le personnage de K, il regarde la télévision, il voit les athlètes et il se demande comment lui, il peut émerger de son univers toxique et abusif pour trouver une vie pleine de glamour et de célébrité. Et pour moi, c'est un peu la même chose, parce que j'émerge de mon univers pour venir ici. Et ici, pour moi, c'est le rêve américain. Enfant, je ne lisais pas, je n'écrivais pas, et je viens ici. À ce festival, c'est comme une colonie de vacances pour moi. C'est fantastique. Et puis, il y a même des auteurs qui se perdent, il faut les trouver. Et puis, il y a des auteurs qui testent les limites de l'alcool. Quiconque a goûté une fois la cuisine iranienne ne peut avoir que l'eau à la bouche en vous lisant le rolme sabzi, le tadig, le koukou sabzi, le bodem jaune. On le sait, la cuisine tient un rôle très important dans l'exil. Pourtant, Kay et ses frères, eux, ils rêvent que de glace américaine et de KFC. Qu'est-ce que la cuisine et le goût de la cuisine ils tiennent comme place dans American Boys? That's such a good question. The place of the food in the novel, I think it gives both the readers and also me, the writer, I think something sweet and something aromatic, because especially throughout the book there are so many difficult things, and in a way it serves as a symbol of, even when there are hardships and horrible things happening, there are still these dishes that can bring people together, and remind one of not only their culture, of especially the brothers. They never have a chance to be brothers, and perhaps the Iranian food, the Persian food, can allow them the chance to be in a similar space together. C'est une bonne question. Je pense que pour le lecteur et même pour moi, les plats que j'évoque sont des plats qui peuvent être des douceurs ou des choses qui ont une odeur particulière. Et cela, c'est en contraste avec les difficultés vécues par les personnages. C'est, je pense, un symbole, une manière de dire que même dans les pires difficultés, même dans les circonstances les plus terribles, on peut trouver de la douceur de vivre. Et pour les frères, je pense que cette cuisine aussi, c'est une manière qu'ils ont de partager la culture, parce qu'en fait, leur fraternité, ils ne la vivent pas pleinement, mais à travers les plats iraniens, ils vont retrouver une certaine fraternité qui leur échappe autrement. And to add to that, one thing, for instance, I recently, a few years ago, started learning to cook the dishes, gourmet sabzi, one being one of the most popular dishes. And the moment I started to chop up the parsley and the cilantro, I was immediately taken back to my grandmother's kitchen, and it was so emotional to me. And maybe it sounds cliche, maybe everybody here already knows that food does that, but for me, it was a reminder that food can be a bridge, and even within your own personal history. Et je rajouterais juste qu'il y a quelque temps, je me suis mise à cuisiner moi-même des plats typiques iraniens. Et je dois dire qu'au moment où je me mettais à hacher le persil, par exemple, cette odeur me renvoyait à la cuisine de ma grand-mère, et c'était un moment plein d'émotions pour moi. Peut-être qu'ici en France, tout le monde est au courant que la cuisine, la nourriture peut nous amener à un voyage nostalgique, mais enfin, je l'ai découvert pour moi-même. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un assaisonnement formidable dans ce livre, c'est la tendresse. Il y a beaucoup de tendresse, de dureté et de tendresse. I can't help but love people, and even characters when they're doing things that are so awful.
maybe that's a form of resistance, and I think that even relates to what's happening today in our world elsewhere, the horrible acts that are happening. I keep trying to see if there's any possibility of love, even in the most horrifying things, because that's the way, to Jonathan's title, that's how I survive you, is by loving you, even when you don't allow me to. Oui, c'est vrai que dire, moi j'aime les gens, j'aime les personnages, même quand ceux-ci sont terribles et difficiles à vivre. C'est pour moi peut-être ma manière de résister aux horreurs du monde. Et je pense qu'aujourd'hui c'est important, quand on voit autour de nous tout ce qui est vraiment l'horreur qu'on peut constater dans le monde actuel. Je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'il est possible d'aimer quand même. Et là, je rejoins Jonathan, pour la survie, il faut aimer. Because if I can show tenderness to, for instance, the father, then I can absolutely, that will allow me to show tenderness to Kay, for instance, or the more innocent characters, to treat them, to approach them without judgment. Et par exemple, si je peux trouver quelque chose de l'ordre de la tendresse pour le personnage du père, je peux être tendre aussi avec le personnage de K et d'autres personnages qui sont innocents. Un des points qui me semble regrouper si je te survis et American Boy, c'est aussi le rapport à la parole, notamment assez étrange dans la famille de Kay. Le père est assez maltraitant, abusif, mais il parle énormément. Il dit tout ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Au contraire de la mère, qui, elle, s'est occupée des enfants, les a éduqués, les a fait grandir, et elle dit, à la maison, à la mosquée, à l'école, il valait mieux ne rien dire. Et Ava, Ayanna Matisse, dans votre roman Les Égarés, il me semble qu'elle a vraiment quelque chose de ce rapport à la parole très particulier par rapport au père Cass. Est-ce que Maët, tu veux bien présenter Ayanna Matisse avant qu'on parle davantage des Égarés? Ayanna a grandi dans les quartiers nord de Philadelphie. Elle vit à Brooklyn et enseigne au Hunter College. Elle est aussi férue de poésie. Son premier roman, paru en France en 2014, est sorti en collection Poche Totem chez Gallmeister, je tiens à le préciser. Il a connu un immense succès. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le vraiment. Il s'intitule Les 12 tribus d'Ati. Voilà. Les Égarés commencent. Ava et son fils Toussaint sont à la rue. Ils sont éjectés de chez eux par le compagnon de Ava. Ils vont tenter de survivre dans un foyer, dans un lieu qui va les accueillir difficilement. La narration est divisée en deux parties. Une partie se passe à Philadelphie et une autre partie, celle des origines, se passe à Bonaparte. À Bonaparte, il y a Duchesse, la mère de Ava, la grand-mère de Toussaint, qui elle-même va prendre la parole à la première personne et tenter d'inverser le cours des choses, tenter d'attirer Toussaint vers elle. Comme chez Jonathan Escoffery, vous mélangez les narrations. Il y a ainsi deux villes, Philadelphie, Bonaparte, deux époques, deux narrations qui tendent à se rejoindre. Pourquoi ces deux modes de narration? Qu'est-ce que ça vous permettait? In as much, so this new novel is set in 1985, which apparently is historical fiction. I don't know, which is very upsetting to me. But anyway, and the first novel is set much earlier in the 20th century. The reason I bring that up is because I do seem to be interested in the currents of history, the reverberations of history, and what they do in people's lives. I said a little earlier that we think of history, capital H, the thing we study in university or whatever, but that I understand part of my job to be to shrink history into a small h and to put it into bodies and hearts and minds. Alors, le gros de mon roman se déroule en 1985, ce qui en fait de la littérature historique, apparemment. Mon premier roman se déroule bien plus tôt dans le XXe siècle, mais cette question de l'histoire, les courants de l'histoire, les effets, les ricochets de l'histoire, tous les effets qu'a l'histoire sur nos vies, je veux en fait
je pense à cette histoire avec un H majuscule qu'on apprend à l'école, qu'on apprend à la fac, etc. Et puis moi, mon travail, c'est de créer l'histoire avec un petit H, l'histoire qu'on a en nous, dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos esprits. And in as much as historical realities are incredibly complicated, incredibly multifaceted, incredibly often not even the past, right? Because they're still acting. The only way for me that I understand to actually be able to kind of look at those sorts of things inside a novel is to create a multi-voice, multi-narration so that you're looking at pixels, right? So instead of looking at something head on and saying, oh, this is the truth, this historical reality, or someone's version of history is an absolute truth. To my mind, history is best approached, and the truth of history best approached through a number of voices that are in concert together that can all tell you something different about their experience, about their historical realities. En fait, les histoires, elles sont multiples, elles sont toujours très présentes, elles ne sont pas vraiment passées. Elle forme, elle crée. Et le fait d'avoir cet univers qui a plusieurs voix, plusieurs narrations, c'est ça l'histoire. Pour moi, la meilleure manière d'appréhender l'histoire, c'est de manière multiple, pour que toutes ces manières multiples de l'appréhender travaillent ensemble et s'unissent. Ava, à propos de Cass, je l'ai rencontrée à une réunion des Black Panthers en 1971. Je ne me souviens pas des circonstances dans lesquelles j'ai commencé à assister à ce genre de réunion. Je ne me suis jamais vraiment intéressé à ces trucs-là. Je n'ai jamais pensé qu'être noir était une sorte de message politique, comme il le prétendait toujours dans ce mouvement. On est noir, un point c'est tout, comme un papillon est un papillon, ou une rivière, une rivière. À Bonaparte, nous étions nous, tout simplement. Qu'est-ce que ce refus de la revendication, ça dit de Ava? I think it's in a certain sense it's almost the opposite of not wanting to claim herself as a black person. So Bonaparte, I'll explain what I mean. So Bonaparte is based loosely on some extant places that exist in the United States, all black settlements founded, many of them after the Civil War in the southern part of the United States and also in the Midwest. And in this book, Bonaparte, to my mind, is one of these kinds of places. En fait, c'est le contraire du refus de la revendication pour moi. Bonaparte n'existe pas vraiment. C'est un endroit je me suis inspirée d'endroits existants, des sortes de villes fondées par des Noirs après la guerre de sécession dans le sud des États-Unis et dans le Midwest. And so this historic place, along with these places that did in fact exist, was an all-black place. It was an all-black settlements founded to create refuges and places of freedom for black people in an oasis, if you will, amid sort of the hostility that surrounded them. But because Ava spent so much of her childhood in this place, it became for her the reality of what life was. Therefore, her default for humanity, who's around me, who exists, is a black humanity. It is only when she leaves that place and she goes into the real world, quote unquote, of the United States, when it becomes, blackness then becomes an issue and a label that is put on her that is used also to, certainly to label her and to persecute her. Alors, voilà, cet endroit où elle a grandi, cet endroit historique, ces villages étaient entièrement peuplés par des personnes noires. C'était un lieu de refuge, un lieu de liberté pour les Noirs, une sorte d'oasis en quelque sorte. Et Ava, elle a grandi là en tant qu'enfant. Et c'était le monde réel pour elle. Pour elle, ben voilà, tout le monde était
noire. Ce n'est que quand elle quitte Bonaparte, qu'elle rentre dans le monde réel, entre guillemets, le monde des États-Unis, qu'elle se rend compte que le fait de ne pas être blanche est un problème. Et c'est une étiquette qu'on lui colle dessus pour la critiquer, pour lui faire du mal. To sort of illustrate it a little bit more clearly for folks who haven't read the book, my partner is Jamaican. She left Jamaica when she was about 11 years old. And one of the things that she says very often is that she did not understand that she was black until she left Jamaica. In Jamaica, she was herself. She was daughter, she was student, she was whatever she was. In America, then she was black. Because America is so incredibly racialized in so many ways. And I think that, so in answer more directly to your question, it isn't that Ava is refusing blackness, it's that it has been thrust upon her when it was just a series of things that were part of an identity like anything else. Pour vous donner un exemple peut-être un peu plus concret, ma compagne est jamaïcaine, elle a quitté la Jamaïque quand elle avait 8 ans. Et ce n'est que quand elle est arrivée aux États-Unis qu'elle a compris ce que c'était que d'être noire. En Jamaïque, elle était elle-même, elle apprenait, elle lisait, elle vivait, tout simplement. Et ce n'est que dans la société hyper racialisée des États-Unis qu'elle a compris ce que c'est que de ne pas être blanche. Et ce n'est pas un refus de la part de Ava, c'est que le fait de ne pas être blanche lui est imposé, lui tombe dessus, en fait. Cass, le père de Toussaint, disparaît au début du livre. Et, il réapparaît. Ce personnage est extrêmement particulier. Vous parlez d'une emprise magnétique. Il est à la fois très intelligent, mais aussi très autoritaire. Et à son retour, à Philadelphie, une maison et une communauté naît. Cette communauté s'appelle l'Arche. Est-ce que vous pouvez nous en parler? De quoi il s'agit? And I should say Cass was a very fun character to write because he's mostly human. I think he's mostly a person, but he's also often described as impossibly tall. He's kind of lion-colored. His hair is the same color as his, he's a little bit impossible. He's very charismatic. And he founds this group called ARC. As you said, he was a former Black Panther. He's also a doctor. So he has this sense of, I'll stop there. C'était sympa d'écrire le personnage de Cass. Il est, je pense, un être humain. Mais il est souvent décrit dans des termes d'impossible. Il est impossiblement grand, il a la couleur d'un lion, et il a un charisme extraordinaire. Il a donc fondé ce mouvement qui s'appelle l'ARC. Il est également membre des Black Panthers et médecin. So the Ark is the second, I guess, attempt at utopic living in this book. The first is Bonaparte, which we talked a little bit about. The Ark is a very politicized, a little bit culty commune, essentially, that Cass begins in an attempt to, on the good side of things, create things like a communal economics that isn't subject to the exploitation of the market. It is also a place, he is a doctor, as I said, and so he sets up a free medical clinic for people in the neighborhood. They try to grow their own food. So all of these kinds of utopic elements are in this community. And he's mostly right politically about what he wants and why he wants it. However, he's a little crazy, and so he is also an authoritarian, and he's also a bit violent. And so this group, ARC, the commune that is ARC, is an experiment in a better and different kind of a way of living that also falls prey to both personalities inside of it, like Cass's, which is quite toxic, and also, I think, to the larger Philadelphian society that surrounds it. And that includes things like police violence. Alors bon, l'Arche, c'est la deuxième tentative
d'utopie dans le roman. La première tentative, c'est la ville de Buenaparte. C'est un endroit très politisé, c'est une sorte de secte. Ça a été fondé donc par Cass. Il veut en fait éviter l'économie de marché. Il crée une sorte de communauté économique. Il est médecin, comme je l'ai déjà dit, et il y a une clinique gratuite. Ils font pousser leur propre nourriture. Il y a beaucoup d'éléments utopiques. Politiquement, il a tout à fait raison dans ce qu'il veut faire et comment il souhaite l'effectuer. Mais il est aussi un peu taré et un peu autoritaire, un peu violent également. Et ce qui se passe ici, c'est une expérience pour mieux vivre. Et ça ne fonctionne pas vraiment parce que ça tombe entre les mains de la personnalité de Cass, qui est donc un personnage très imparfait, et la société de Philadelphie, tout ce qu'il y a autour, la violence policière par exemple. Ce rapport à la politique chez Trelawney et chez Kay, Trelawney en Floride, Kay en Californie, notamment peut-être on peut commencer avec Trelawney, Jonathan Escoffery, comment est-ce qu'il se définit politiquement? Est-ce qu'il y a lui, dans son esprit, il peut y avoir des tentatives de reprise politique, notamment sur le racisme, sur le combat contre la survie, contre sa famille. Comment est-ce qu'il imagine la chose? So Trelawney comes back from college in the American Midwest. He comes home to Miami, and as he's trying to build his life as an adult, he is living with his father, who, again, he's already had a very stressed, tense relationship with. And he's had this liberal arts education that I think he is really buying into wholeheartedly. With all of the job loss, his father says, you had better stay out of this and that neighborhood because they are bad neighborhoods. You may get robbed. And Trelawney's response is, there is no such thing as a bad neighborhood. There is, economic greed. There's systemic greed that has led to these situations, the economic situations in certain areas of Miami. So he, to bring it to a close, he believes wholeheartedly in a lot of these progressive theories, and his father's kind of on the other end of things and wants just pragmatic actions. La différence entre un traducteur et un interprète, c'est que le traducteur, quand il interprète, il écrit tout en lettres vraiment lisibles, je pense, alors que les interprètes de métier, elles ont des espèces de signes cabalistiques auxquels je ne comprends rien. Voilà toute la différence. Et je rappelle qu'il est aussi son traducteur. Je lui dirai après. Non, c'est pas important. Trelawney, à un moment dans le livre, il revient de son université dans le Midwest, et il revient à Miami où il habite avec son père, et ils ont une relation très tendue. Et donc lui a fait des études littéraires, et avec tout le chômage ambiant, son père lui dit, vaut mieux pas que tu ailles dans certains quartiers, c'est des mauvais quartiers, tu vas te faire voler. Et Trelawney lui dit, il n'y a pas de mauvais quartier, c'est le systemic greed, c'est la cupidité, voilà, merci, la cupidité systémique qui crée donc des conditions, etc., où on peut parler de mauvais quartiers. Donc lui, il croit dans toutes sortes de théories progressistes, alors que son père, il est plutôt de l'autre côté de la barrière. Chez vous, Khashayar Kabouchani, l'émancipation de Kay, elle semble pas du tout passer par la politique. C'est pas quelque chose que lui semble conscientiser. Son émancipation et notamment sa survie, par quoi est-ce qu'elle va passer ? I think Kay takes the long way back to himself, and it's sort of this, I feel, a really beautiful journey of him never having the chance to understand his
Islamic identity, his queerness, his identity as a brother, and as a son. So through, I think, for instance, the most obvious, let's say 9/11 is a very, the reaction to the Muslim community then allows him to see what society doesn't want him to be, and he has a chance to see, to experiment with what he wants to be for himself. Je pense que pour K, en fait, c'est un long voyage sur un chemin sinueux pour se retrouver en face de lui-même. C'est vrai qu'il n'est pas tout à fait conscient de son identité au départ, son identité islamique, son identité au sein de la communauté queer, ou son identité en tant que frère ou de fils. Et il y a un moment fatidique dans le roman, c'est le 11 septembre, quand il se rend compte que la société le voit comme musulman. Et donc, c'est un premier questionnement où il doit se demander qu'est-ce que ça veut dire pour lui que d'avoir cette religion. Et parce que la société lui envoie une image très particulière. And then, of course, within those bigger paths, there are smaller paths. So what he sees is going to the mosque, for instance. For him, it's not so much about connecting with the Quran, but hearing the imams sing or say the verses aloud reminds him of his grandfather, and it allows this connection to that part of his identity. Et par exemple, sur ce long chemin, il y a bien sûr des petits détours qui se font, des raccourcis. Par exemple, quand il va à la mosquée et il écoute l'imam qui va dire des versets du Coran, c'est pas tellement le Coran qui l'intéresse, mais c'est la sonorité même des mots qui rappelle pour lui son grand-père et qui participe, oui, à la manière dont il va pouvoir appréhender son identité. Cette émancipation et ce parcours de vie dont vous parlez, je la trouve extrêmement belle, et c'est quelque chose qui est dans vos 3 romans. Ayanna Matisse, je ne peux pas décemment lire la toute fin de votre livre, ce serait spoiler tout le monde et ne pas inciter à le lire, mais c'est absolument génial, explosif. Merci pour ces parcours de vie qui sont très inspirants et qui montrent que la littérature est aussi là pour inspirer les gens, pour incarner des destins. Bravo en tout cas, et merci beaucoup pour ces livres. Bravo aussi à Simon. Voilà, bravo aussi à Simon qui sait très très bien nous donner envie de continuer la rencontre avec les auteurs à travers leurs livres. Merci beaucoup Simon Payen. Alors je rappelle les titres des livres. Celui de Khashayar Kabouchani, American Boys, paru chez De Noël et d'ailleurs. J'ai dit le nom du traducteur tout à l'heure. Les Égarés d'Ayanna Matisse, paru aux éditions Gallmeister. Et puis celui de Jonathan Escoffery, Si je te survis, paru chez Terre d'Amérique dans la collection Terre d'Amérique chez Albin Michel. Voilà, merci à Grace, merci à Claudine, merci à Alexis pour la traduction et merci à vous tous.